Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'une des plus fascinantes idées mathématiques. C'est une idée qui peut sembler un peu banale quand on la découvre pour la première fois, mais que personnellement je trouve absolument fascinante et qui recèle un trésor en elle. Cette idée, elle s'appelle la commutativité. Alors la commutativité, c'est simplement la propriété de deux objets ou de deux actions qui peuvent être mathématiques ou non, et que l'on peut réaliser indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Un exemple très simple que vous connaissez depuis l'école, c'est l'addition de deux nombres. Si vous faites 3 plus 4, eh bien ça fait 7. Et si vous faites 4 plus 3, eh bien ça fait 7 aussi. Ça marche pour tous les nombres, dans un sens ou de l'autre, une addition, ça donne toujours le même résultat. Mais alors bien sûr, ce n'est pas systématique, il existe aussi des opérations qui ne sont pas commutatives. La division par exemple, si vous faites 10 divisé par 5, ça donne 2, mais 5 divisé par 10, eh bien ça fait 0,5. Donc quand on divise 5 et 10, le résultat dépend duquel on divise par lequel. L'ordre compte, les nombres ne commutent pas. Alors bon, ces exemples d'opérations de nombres, ça peut sembler pas folichon. Mais la commutativité, c'est en réalité quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus profond qui s'applique à des situations extrêmement variées et qui débordent d'ailleurs du cadre des mathématiques. En fait, dès qu'on a plusieurs actions à faire, quel que soit le domaine, on peut se demander est-ce que le résultat dépend de l'ordre dans lequel je vais faire ces actions? Imaginez que vous êtes par exemple en cuisine et que vous suivez une recette de gâteau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, les recettes précisent assez clairement l'ordre dans lequel il faut mélanger les différents ingrédients. Placer le sucre dans un saladier, puis ajouter les œufs, puis incorporer la farine, et ainsi de suite. Eh bien, on peut se demander légitimement si le gâteau final aurait été le même si on avait mélangé les ingrédients dans un autre ordre. Et la plupart du temps, eh bien, même si la différence peut être assez faible, il y a souvent un intérêt à suivre un ordre particulier. Par exemple, selon le moment où on intègre la farine, eh bien, on prend plus ou moins de risques d'avoir des grumeaux. Mais notez que ce n'est pas systématique, hein. Il y a des plats qui... Bon, après, je ne suis pas grand cuisinier, je vais peut-être dire quelque chose de scandaleux, mais il y a certaines recettes, quand on change l'ordre des ingrédients, eh bien, il n'y a pas vraiment de différence dans le résultat final. En bref, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a certaines recettes qui sont commutatives et certaines recettes qui sont non commutatives, comme pour les opérations mathématiques. Et ça, eh bien, c'est valable pour beaucoup de choses de la vie de tous les jours. Quand vous vous promenez par exemple en ville, est-ce que si vous prenez la première à gauche, puis ensuite la première à droite, vous arriverez au même endroit que si vous prenez d'abord la première à droite et ensuite la première à gauche? Eh bien, des fois oui et des fois non, ça dépend du plan de la ville. Et d'ailleurs, cette question se pose pour la plupart des objets du quotidien. Les parapluies, par exemple, ne sont pas commutatifs. Si vous voulez aller quelque part alors qu'il pleut, eh bien, il est préférable d'ouvrir d'abord le parapluie, puis de marcher sous la pluie, plutôt que de marcher d'abord et d'ouvrir le parapluie une fois sur place. Parce que dans le premier cas, vous arriverez sec, alors que dans le deuxième cas, vous serez mouillé. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, mais cet exemple du parapluie n'est pas tout à fait anodin. On va y revenir. Alors avant de retrouver des exemples mathématiques et de voir ce qu'on peut en faire, laissez-moi maintenant vous poser une petite énigme qui, à mon avis, montre assez bien la subtilité de la commutativité. Voici la question. Est-il possible d'affirmer que la mère de votre fille est la fille de votre mère? Une autre façon de formuler cette question de façon un peu plus pompeuse, c'est de demander est-ce que, en généalogie, les notions de mère et de fille commutent? Alors pour répondre à la question, imaginons dans un premier temps que vous êtes une femme. Dans ce cas, eh bien, la mère de votre fille, c'est vous. Vous êtes la mère de votre fille. Et d'un autre côté, la fille de votre mère, c'est également vous. Ou alors votre sœur si vous en avez, mais toujours est-il que vous êtes l'une des filles de votre mère. Donc dans ce cas-là, la réponse à la question est oui. La mère de votre fille est bien la même personne que la fille de votre mère, c'est vous, donc ça commute. En revanche, si vous êtes un homme, eh bien les choses sont un peu différentes. Manifestement, vous n'êtes pas la mère de votre fille, puisque vous êtes son père, et vous n'êtes pas non plus la fille de votre mère, vous êtes son fils. La fille de votre mère, c'est votre sœur. Donc, eh bien, à moins que vous n'ayez fait un enfant avec votre sœur, eh bien cette fois la réponse est non. La mère de votre fille n'est pas la fille de votre mère, ça ne commute pas. Autrement dit, les mots mère et fille commutent pour les femmes, mais pas pour les hommes. Et évidemment, de la même façon, les mots père et fils vont commuter pour les hommes, mais ne commuteront pas pour les femmes. Et cet exemple-là, il est assez instructif sur le double visage de la commutativité. En mathématiques, quand on se pose la question de savoir si deux concepts A et B commutent, souvent la réponse n'est pas clairement oui ou non. Régulièrement, la réponse sera non en général, mais quand même oui sous certaines hypothèses particulières qu'il convient de découvrir. Et là, en l'occurrence, les hypothèses particulières, c'est de savoir si la question s'adresse à un homme ou à une femme. Bref, du coup, revenons du côté des mathématiques et on va voir dans quelques instants que cette ambiguïté de la commutativité, elle est au cœur
d'une des plus célèbres démonstrations de l'histoire des maths. Mais avant, je voudrais juste prendre quelques secondes pour vous montrer une façon assez visuelle de représenter cette propriété et qui peut aider à penser plus efficacement. Reprenons l'exemple de l'addition 3 plus 4 ou 4 plus 3. On peut représenter la commutativité par ce diagramme. En haut à gauche, on a placé le 0, qui est l'élément neutre de l'addition, c'est-à-dire le point de départ de toute addition, et on a deux types de flèches. Les flèches oranges vers la droite, qui font plus 4, et les flèches bleues vers le bas, qui font plus 3. La question est, quel est le nombre en bas à droite? Et vous voyez que pour y arriver, il y a deux chemins possibles, soit en passant par le haut, comme ça, ce qui signifie qu'on fait 4 plus 3, soit en passant par le bas, et dans ce cas-là, on fait 3 plus 4. Quand on a deux actions, on peut toujours les représenter par ce diagramme, et la question, c'est alors, est-ce que les deux chemins, le chemin du haut et le chemin du bas, donnent le même résultat? Si la réponse est oui, les actions commutent, sinon elles ne commutent pas. Dans le cas du parapluie, par exemple, voici le diagramme. La flèche vers le bas représente l'ouverture du parapluie, et celle vers la droite représente la marche dans la rue. Eh bien, si on passe par le chemin du bas, on arrive sec, alors que si on passe par le chemin du haut, on arrive mouillé, le résultat n'est pas le même, ça ne commute pas. Venons-en maintenant à l'un des exemples les plus célèbres de l'histoire des mathématiques, la mesure de la circonférence d'un cercle par Archimède, et on va se servir de ce diagramme pour comprendre et analyser ce problème. La question est la suivante, étant donné un cercle de rayon R, combien mesure son périmètre? Alors, peut-être que vous vous souvenez de la formule qu'on apprend à l'école, le périmètre d'un cercle qui vaut 2πr, 2 fois le nombre pi fois le rayon, mais pour appliquer cette formule, eh bien, il faut connaître la valeur du nombre pi. Donc d'une certaine manière, la question de la circonférence revient à se demander combien vaut pi. Le problème, c'est qu'à l'époque d'Archimède, on ne connaît pas encore le nombre pi comme on le connaît aujourd'hui, et la plupart des théorèmes et des connaissances géométriques eh bien, s'appliquent plutôt à des figures qu'on appelle des polygones, c'est-à-dire des figures avec des côtés rectilignes comme des carrés, des hexagones, etc. Archimède décide donc d'approcher le cercle avec des polygones qu'il est capable d'étudier et des polygones ayant de plus en plus de côtés. Regardez ce qui se passe si on part d'un triangle équilatéral comme ceci avec 3 côtés et qu'on passe à un carré d'abord à 4 côtés, puis un pentagone régulier à 5 côtés, puis un hexagone à 6 côtés et ainsi de suite. Eh bien, plus le nombre de côtés va augmenter, plus il va être grand, plus la figure va ressembler à un cercle. Et donc, d'une certaine manière, en regardant ce schéma, on peut se dire qu'un cercle, c'est une sorte de polygone avec une infinité de côtés infiniment petits. Et en termes mathématiques, ça, on va l'exprimer plutôt en disant que le cercle est la limite de la suite des polygones. C'est-à-dire que plus le nombre de côtés augmente, plus les polygones se rapprochent du cercle. Une fois qu'on a fait ça, nous, ce qui va nous intéresser, ce qu'on veut, c'est le périmètre de ces différentes figures. Et ça, eh bien, avec la géométrie qu'il maîtrise, qu'il connaît parfaitement, Archimède est capable de le calculer pour chacun des polygones. Et nous, sur notre diagramme, ce calcul du périmètre, on va le représenter avec une flèche bleue comme ceci. Et là, vous commencez peut-être à venir voir le truc. On a clairement un diagramme de commutativité qui est en train de se dessiner, et ce qu'on cherche, nous, c'est le résultat de cette flèche bleue de droite là, celle qui donne le périmètre d'un cercle. Autrement dit, si on part de nos polygones, ce que l'on veut, c'est le périmètre de la limite, c'est-à-dire le résultat du chemin qui passe par en haut, comme ceci. Oui, mais voilà, ce chemin, on ne sait pas le prendre puisqu'on ne sait pas calculer directement la circonférence du cercle, ça demande des connaissances géométriques qu'Archimède n'a pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe par le bas. On calcule les périmètres des polygones d'abord, et puis on regarde leurs limites ensuite. Autrement dit, en faisant ça, on suppose que la limite et le périmètre commutent. On suppose que le périmètre de la limite est égal à la limite du périmètre. Seulement là, la question qui se pose forcément, c'est est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a effectivement commutativité de la limite et du périmètre? Eh bien, comme dans le cas de la mère et de la fille en généalogie, la réponse est oui et non. En tout cas, pas dans le cas général. Dans le cas général, on ne peut pas dire que ça commute, et quand on veut s'amuser avec ce genre d'opération, il faut toujours être très attentif. Pour comprendre cette ambiguïté, je vous propose de prendre un autre exemple. Au lieu d'approcher le cercle par des polygones réguliers, comme l'a fait Archimède, eh bien, je vous propose de l'approcher maintenant par des polygones en escalier. On va commencer par un carré comme ceci, puis on coupe les 4 coins du carré, puis on recoupe les coins de la figure qu'on obtient, et on recoupe les coins, et encore, et ainsi de suite, et vous voyez que là, on a à nouveau une suite de figures géométriques qui se rapprochent de plus en plus du cercle. Et donc, de la même façon, on pourrait être tenté de faire un diagramme de commutativité et de penser que les périmètres de ces figures se rapprochent de plus en plus du périmètre du cercle. Seulement voilà, le problème, c'est que toutes ces figures ont exactement le même périmètre. Ici, sur notre diagramme, on n'a que des 4. Et la limite d'une suite de 4, eh bien, c'est 4. Autrement dit, s'il y avait commutativité ici, il faudrait conclure que le cercle a aussi un périmètre égal à 4,
Et donc, autrement dit, il faudrait conclure que pi égale 4. Et bref, comme on sait évidemment que pi n'est pas égal à 4, la conclusion de tout ça, c'est qu'évidemment, ça ne marche pas, et donc que le périmètre et la limite ne commutent pas en règle générale. Mais comme dans le cas de la mère et de la fille en généalogie, ce n'est pas parce que ça ne commute pas en règle générale qu'il n'existe pas malgré tout des conditions particulières dans lesquelles ça peut commuter. Ceci dit, il est important, à chaque fois qu'on veut utiliser une propriété de commutativité, de connaître ces différents cas particuliers et de s'assurer qu'on s'y trouve bien. Et alors vous vous doutez bien qu'Archimède, qui n'était tout de même pas le premier venu, ne s'est pas laissé avoir comme un débutant et que sa preuve est un peu plus subtile que de simplement affirmer que le périmètre d'un cercle est la limite du périmètre des polygones. Et pour s'assurer de ne pas dire n'importe quoi, eh bien en réalité, il a considéré deux suites de polygones qui encadrent le cercle. Une suite inscrite, dont les périmètres sont plus petits que ceux du cercle, et une suite circonscrite, dont les périmètres sont plus grands. De cette façon, le cercle est cerné et on est certain que son périmètre se trouve à l'intérieur de l'intervalle. En utilisant cette méthode, il a été jusqu'à calculer des périmètres de polygones inscrits et circonscrits à 96 côtés et il a trouvé que le nombre pi est compris entre 3,1408 et 3,1428, ce qui est parfaitement exact. On sait aujourd'hui que la valeur de pi c'est 3,1415 et des poussières. La morale de cette histoire, c'est que si Archimède évidemment n'est pas tombé dans le piège, lui, il faut tout de même se méfier des commutativités que l'on suppose sans s'en rendre compte et qui pourraient bien être fausses. Une erreur très fréquente que la plupart des profs de maths rencontrent régulièrement dans les copies de leurs élèves, c'est l'égalité suivante: a plus b au carré est égal à a carré plus b carré. Cette formule, elle est fausse. En réalité, il s'agit de ce que l'on appelle une identité remarquable et la version correcte dit que quels que soient les nombres a et b, on a toujours a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré, et il est évidemment très important de ne pas oublier le 2ab. En fait, cette erreur, elle est si fréquente que c'est même devenu un mème que l'on voit régulièrement passer sous différentes formes sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que cette erreur elle a à voir avec la commutativité? Eh bien, les élèves qui font cette erreur supposent, sans vraiment s'en rendre compte, parce que c'est pas forcément formulé de cette façon, mais supposent que le carré d'une somme est égal à la somme des carrés. Si on fait le diagramme de commutativité, ça donne ça. Quand on a deux nombres a et b, on peut faire leur somme pour calculer a plus b, et on peut aussi prendre le carré des nombres, c'est-à-dire le multiplier par lui-même. Et on peut légitimement se poser la question, si je fais la somme puis que je prends le carré du résultat, chemin du haut, est-ce que j'obtiens le même résultat que si je prends d'abord les carrés et que j'additionne ensuite, chemin du bas? Alors on peut tenter sur un exemple pour voir ce que ça donne. Prenons, disons, a et b qui valent 2 et 3. Alors leur somme 2 plus 3 ça vaut 5, et le carré de 5, c'est 5 fois 5, ça fait 25. Et si maintenant on prend d'abord les carrés, le carré de 2, 2 fois 2, ça fait 4, et le carré de 3, 3 fois 3, ça fait 9. Et 4 plus 9, ça fait 13. Et manifestement, 13 et 25 ne sont pas le même nombre, donc on ne trouve pas le même résultat selon qu'on passe par le haut ou par le bas. Il n'y a donc pas de commutativité, et c'est pour ça que la formule a plus b au carré égale a carré plus b carré est fausse. La somme des carrés n'est pas égale au carré de la somme. Alors si personnellement j'aime tant cette notion de commutativité, c'est parce que elle révèle souvent des choses qui sont à la fois très profondes et très élégantes. D'ailleurs, dans le langage même, l'énoncé d'une commutativité, c'est souvent quelque chose qui sonne bien à l'oreille. Notre esprit aime bien les phrases qui sonnent comme ça, comme des slogans, un peu comme des punchlines. La somme des carrés est égale au carré de la somme, la limite du périmètre est égale au périmètre de la limite. Et d'ailleurs, certaines commutativités ne sont réellement que des jeux de mots sans forcément aller chercher quelque chose de profond derrière, comme c'est le cas par exemple dans ce sketch de Raymond DeVos en 1964. Moi j'ai un copain, vous savez, qui est pilote d'essai. Enfin, il n'est pas encore, pour l'instant, il essaie d'être pilote. Hein. Bon. D'ailleurs, les politiques et autres amateurs de langue de bois aiment bien eux aussi les formules commutatives et on en rencontre souvent. Un des exemples les plus célèbres, c'est celui de Jacques Chirac qui, au début des années 2000, avait déclaré ne pas vouloir des États-Unis d'Europe, mais une Europe unie des États. En préparant cette vidéo, je me suis amusé à chercher différentes formules commutatives comme celle-ci dans différents contextes. Et d'ailleurs, si vous en connaissez ou qu'il y en a certaines qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et j'ai par exemple trouvé également cet adage que l'on retrouve plusieurs articles sur l'économie des pays en développement qui dit que la route du développement passe par le développement de la route. Et finalement, ces phrases, eh bien, elles sont assez troublantes parce qu'il est parfois vraiment difficile de savoir si on est sur du simple jeu de mots, un pur effet de langage, ou bien s'il y a quelque chose d'intelligent derrière. Autant le pilote d'essai, c'est clair, il n'y a pas de message, c'est juste une blague. Autant les États-Unis d'Europe ou la route du développement, eh bien, ce n'est pas si évident. Vraiment, je vous pose la question, si on reprend la phrase par exemple, la route du développement passe par le développement de la route. Est-ce que
Est-ce que c'est intelligent comme phrase? Est-ce que c'est intelligent comme formulation? Parce que évidemment, le sens de la phrase est intéressant, mais est-ce que ça dit quelque chose de supplémentaire que ce soit formulé de façon commutative? D'autant que là, le mot route est employé 2 fois, mais avec des définitions différentes. On a d'un côté une route qui est une route concrète, une route sur laquelle on peut faire rouler des véhicules, et puis de l'autre côté, on a une route qui est plus abstraite, c'est une route métaphorique, la route du développement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que ce genre de phrase, est-ce que ce genre de formulation est intéressante pour elle-même, ou est-ce qu'au contraire ça ne relève que du jeu de mots? En fait, ça fait vraiment partie des choses que je trouve fascinantes avec la commutativité, c'est que ça crée une sorte de raccourci, une sorte de faille spatio-temporelle du cerveau qui rapproche les trucs idiots des trucs intelligents, ou disons plus exactement les trucs superficiels des trucs profonds. Ça peut être vraiment compliqué pour notre esprit. Quand on entend quelqu'un utiliser une formule commutative, on peut spontanément avoir l'impression que c'est quelque chose de très spirituel et de très intelligent, alors qu'en fait, des fois, non, pas du tout. Mais c'est difficile parce que des fois, c'est vraiment intelligent et donc c'est compliqué de se faire un avis. La commutativité de la limite et du périmètre d'Archimède, c'est quelque chose de vraiment profond et de vraiment passionnant. Il y a des choses à comprendre derrière. Et puis, si on revient en mathématiques, il y a une autre chose qu'il faut dire à propos de la commutativité et que j'adore, c'est que c'est une notion avec laquelle, quoi qu'il arrive, on est gagnant à tous les coups. Si on a deux actions dont on se demande si elles sont commutatives, quelle que soit la réponse, c'est toujours intéressant. Si par exemple la réponse est oui, on a deux actions qui commutent, eh bien dans ce cas-là, il faut comprendre pourquoi. Ça veut dire qu'on a mis le doigt sur quelque chose de profond, sur quelque chose qu'il va falloir analyser et comprendre. L'un des premiers exemples qu'on voit par exemple quand on est petit à l'école, c'est celui de la multiplication. Prenons par exemple la multiplication 3 fois 7. 3 fois 7, c'est 3 fois le nombre 7, donc c'est 7 plus 7 plus 7. Et si on fait le calcul, eh bien on trouve 21. Et si maintenant on regarde dans l'autre sens, 7 fois 3, c'est 7 fois le nombre 3, donc c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Et si on calcule, on tombe encore sur 21. Et a priori, c'est quand même assez surprenant, non? Ça mérite qu'on s'en étonne. Et vous pourrez prendre n'importe quel nombre, les nombres que vous voudrez, ça marchera toujours. Il y a quelque chose à comprendre et on ne peut pas juste dire « oui, c'est comme ça et puis c'est tout ». Il faut savoir pourquoi, il faut analyser le problème, il faut comprendre ce qu'il y a dans la nature de la multiplication qui fait que, quel que soit l'ordre dans lequel on l'a fait, eh bien, on trouve toujours le même résultat. Et pour comprendre ça, eh bien, il y a une astuce, il s'agit de représenter la multiplication sous forme de rectangle. Si par exemple on revient à la multiplication 3 fois 7, on peut la représenter sous la forme d'une tablette de chocolat comme ça, avec 3 fois 7 carreaux, et là on voit que si on compte le nombre de carreaux en ligne, on a 7 plus 7 plus 7 carreaux, et si on les compte en colonnes, on en a 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc en fait, présentés comme ça, ces deux calculs qui sont différents, eh bien, sont juste en réalité deux façons différentes de compter la même chose. Et ça y est, avec cette explication, on a compris, et là maintenant c'est satisfaisant, on sait pourquoi la multiplication est commutative, et on sait pourquoi ça va marcher avec n'importe quel nombre, il suffit d'imaginer une tablette de chocolat aux dimensions de ces nombres-là. Enfin bref, quand les choses commutent, eh bien c'est passionnant parce qu'on a quelque chose d'intéressant à comprendre, mais le truc c'est que même quand les choses ne commutent pas, eh bien c'est intéressant quand même. Mais c'est intéressant d'une autre façon, parce que quand vous devez faire deux actions qui ne commutent pas, eh bien vous avez un vrai choix à faire. Qu'est-ce qui est le mieux? Dans un sens ou dans l'autre? Là ça importe et on ne tombera pas sur le même résultat. C'est donc une sorte de facteur de créativité. Vous avez une marge de manœuvre avec les opérations non commutatives. Et en fait, c'est même une source d'inspiration très puissante en maths et en sciences en général. Reprenons l'exemple du parapluie. Vous avez le choix entre ouvrir le parapluie puis marcher, ou alors marcher puis ouvrir le parapluie. Vous avez le choix et si vous voulez arriver sec, eh bien il est préférable de choisir la première option. Mais si on reprend véritablement depuis le début, en réalité, ces deux opérations, elles ne sont pas vraiment à égalité. En général, quand on fait ça, le but profond de la manœuvre, ce n'est pas d'ouvrir le parapluie. Personne n'ouvre et ne ferme des parapluies comme ça juste pour le plaisir. Non, l'opération principale, en réalité, c'est le déplacement, c'est la marche, c'est d'aller d'un endroit à un autre. Et le parapluie, ce n'est que l'ustensile annexe qui permet de faire ce déplacement dans de bonnes conditions. Donc en réalité, le point sur lequel on veut se rendre sur ce diagramme, c'est celui-ci. On n'a pas envie de garder son parapluie ouvert à la fin, on veut juste être au bon endroit avec son parapluie fermé. Seulement, pour se rendre ici, eh bien, on a encore une fois deux chemins. Le chemin du haut, qui est la marche simple, sans parapluie, ou alors le chemin du bas, qui consiste à ouvrir d'abord son parapluie, puis marcher,
puis refermer son parapluie en remontant vers le haut. Comme on a dit que la flèche vers le bas c'est l'ouverture du parapluie, eh bien logiquement la flèche du haut ça correspond à l'opération de fermeture du parapluie. Et évidemment, cette méthode elle peut s'appliquer à des tas d'autres opérations. Imaginez que vous souhaitiez faire une certaine action, qu'on appelle disons M, mais que pour une raison ou pour une autre, soit vous ne savez pas vraiment comment faire M, il y a des difficultés techniques, il vous manque certaines connaissances techniques, soit M ne marche pas vraiment comme il faut, enfin bref, quoi que ce soit, imaginons qu'il y a un truc qui cloche et qui empêche de faire M dans de bonnes conditions. Eh bien dans ce cas-là, une façon de faire, c'est de chercher un parapluie, c'est-à-dire de chercher une autre action qu'on va appeler P et qui va vous permettre de suivre le chemin du bas. Vous allez donc d'abord faire P, puis vous allez faire M, puis ensuite vous allez faire l'inverse de P qu'on va noter P-1 comme ça. Et si jamais vous avez été assez astucieux pour choisir le bon P, eh bien il se peut que vous obtenez un résultat bien plus adapté et bien plus satisfaisant en passant par ce chemin-là. Et ce principe, le principe du parapluie, il est extrêmement prolifique et extrêmement puissant. Il est présent, parfois même sans qu'on s'en rende compte, dans la plupart des domaines des sciences. En fait, c'est globalement une sorte de métaphore du changement de point de vue. C'est une métaphore du changement d'angle qui nous permet de voir de la bonne façon et de résoudre un problème qui était difficile à résoudre avant. Et il est source de créativité parce que le même problème pourra être abordé de plusieurs façons différentes selon le parapluie choisi. Donc vous voyez maintenant ce que je voulais dire tout à l'heure quand je vous disais qu'on était toujours gagnant avec la commutativité, c'est que si c'est oui, eh bien on a un truc profond et intéressant à comprendre, et si jamais c'est non, eh bien ça nous offre un large champ de liberté grâce au principe du parapluie. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce principe il se trouve justement au cœur de mon dernier livre qui s'appelle Le théorème du parapluie. Alors ce n'est pas à proprement parler le sujet du livre, mais ce principe du parapluie, il est là comme une ombre et il plane sur l'ensemble des sujets qui sont traités. Il permet de jeter des regards nouveaux sur des tas de questions, que ce soit en maths, en astronomie ou dans des tas de domaines différents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvelles vidéos sur cette chaîne et ça fait bien plaisir d'être de retour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je vais rien promettre parce que c'est toujours comme ça que finalement ça ne se passe jamais comme prévu, mais je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier dans les mois qui viennent. D'ici là, eh bien, commutez bien et à la prochaine. Ciao!